commencer cette communication par des remerciements à l'endroit de Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, ma sœur, Dr Aminata Touré, pour l'accueil très chaleureux qui m'a été réservé et les mots aimables de bienvenue qu'elle a bien voulu prononcer à l'endroit de mon équipe et de moi-même. Je voudrais en retour, Madame la Présidente, chère sœur, vous renouveler mes vives félicitations pour la confiance marquée encore par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, à votre endroit, confiance tenant en grande partie de votre adhésion à sa vision et de votre engagement pour le développement de notre cher pays, le Sénégal. Je vous souhaite un franc succès dans vos nouvelles missions à la tête de cette prestigieuse institution de la République. À travers votre auguste personne, je salue l'ensemble des conseillères et des conseillers qui ont la charge de vous accompagner. Après cette expression, je voudrais dire la fierté et l'honneur que je ressens d'être invité ce jour pour prendre part à cette première session extraordinaire de l'année 2019, en particulier à la séance d'information portant sur le thème « Quelle stratégie pour la prévention des violences faites aux femmes et aux filles, la protection et la prise en charge des victimes ». Au regard de la mission et des attributions dévolues à votre institution, par la loi en matière de promotion et de dialogue autour des enjeux de développement de la nation, vos décisions de vous autosaisir de cette problématique est à la fois salutaire et pertinente. Face à la recrudescence des actes de violence enregistrés dans notre pays, ces derniers temps et dans la perspective ouverte par le chef de l'État de convoquer un conseil présidentiel sur le renforcement de la sécurité des personnes et des biens, toutes les composantes de la nation sont invitées à s'investir dans la réflexion et la prospective pour le bien-être auquel aspire notre peuple, en particulier les femmes et les jeunes filles. Telle que formulée, la thématique de la séance convoque, à mon avis, un dialogue autour des options stratégiques déployées et envisagées pour prévenir, protéger et répondre efficacement aux différents cas de violence faites aux femmes et aux filles dans notre pays. Sous ce rapport, ma contribution s'articulera autour des termes de la problématique, des réponses développées et enfin des défis à relever dans la perspective des ODD 5 et 16 relatifs à l'autonomisation de la femme et l'achèvement des sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable. Du phénomène de la violence faite aux femmes et aux filles, dans cette partie, nous passerons en revue les termes de la problématique au niveau international avant d'en venir à la situation nationale. Pour le repérage international, l'Assemblée générale de l'ONU assimile les violences faites aux femmes et aux filles à des violences basées sur le genre. Ceci désigne dans tous les actes de nature à causer du mal ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques aux femmes, y compris des menaces à travers tels actes, la coercition ou la privation arbitraire de la liberté, quelle que soit dans la vie publique ou privée. Pour le laboratoire genre de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, les VBG désignent toute forme de violence, de quelque nature qu'elle soit, physique, psychologique, sexuelle, économique, culturelle, commise sur une personne ou une communauté et dont la cause est fondée sur le sexe, l'âge, l'ethnie, la culture, la religion, la nationalité, la résidence, la situation déplacée ou de handicap. Elles sont généralement produites au sein de la famille, dans le lieu d'éducation et dans le lieu de travail. Un lien établi entre la prévalence du phénomène et du statut de la femme ainsi que de l'inégalité des rapports avec les hommes au sein de la société. De ce fait, les VBG constituent une question clé et structurelle dans le processus d'amélioration de la condition féminine vers l'autonomisation des femmes et des filles. En tant que tel, il figurait déjà en 4e position parmi les 12 domaines prioritaires du programme d'action de la plateforme de Beijing 1995. Cette préoccupation est demeurée depuis lors constante dans l'agenda de la communauté internationale. En 2008, l'ONU avait lancé la campagne « Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes » dans le but de créer un environnement favorable et de soutien aux États et aux autres parties prenantes pour mettre fin à ce fléau. Au mois de mai dernier, Oslo a arbitré une conférence internationale
sur le thème « En finir avec la violence sexuelle et sexiste dans les crises humanitaires ». Il en est sorti un appel à un engagement politique fort pour prévenir et protéger les populations victimes de violences sexuelles et sexistes et pour promouvoir le respect des droits et de la dignité des rescapés et des personnes à risque. Face au phénomène de ses effets insidieux, divers instruments de promotion des droits de la personne humaine ont été adoptés par la communauté internationale. Il s'agit notamment de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Déclaration sur l'élimination des violences à l'égard des femmes. Cette mobilisation mondiale est constamment reprise et prolongée dans le continent à travers des engagements régionaux et communautaires visant à garantir l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique. La déclaration solennelle des chefs de l'État et des gouvernements sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique. Le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme, protocole de Maputo. L'acte additionnel sur l'égalité des droits entre les femmes et les hommes pour le développement durable dans l'espace CEDEAO. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et les recommandations du 5e Forum panafricain sur les enfants. En vue de matérialiser cet engagement international, les États et gouvernements membres de l'ONU sont invités à marquer leur adhésion à ces consensus par des moments de renforcement du plaidoyer et de la mobilisation avec les 16 jours d'activisme qui démarrent le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et prend fin le 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme. La Journée internationale des droits de la femme, la Journée internationale de la femme rurale, la Journée internationale de la jeune fille, la Journée tolérance zéro excision. Le Sénégal sacrifie à ces différentes célébrations par des activités impliquant les acteurs institutionnels, les organisations de femmes et de la société civile, ainsi que les partenaires de la coopération bi- et multilatérale. Ces différents moments sont mis à profit pour procéder à des projections sur les voies et moyens devant permettre de renforcer l'efficacité des interventions en partant des évaluations et des évolutions notées. Sur la situation au Sénégal, dans notre pays, la mémoire collective garde encore, selon les documents disponibles, les cas de violence basés sur le genre les plus médiatisés, avec ou sans viol suivi de meurtre. Nous pouvons en citer quelques cas. Dokinyas, en mars 1992, son mari l'a battu à mort pour un déjeuner à préparer en plein jour de Ramadan. Seynabou Seck, 6 ans, en 2006, enlevée sur le chemin de l'école en compagnie de son frère, elle a été retrouvée égorgée et le corps sans vie dans un verger à Kër Ndiaye Lo. Ndessel Bedjouf, jeune écolière, venue passer les vacances à Guédiawaye, a été sauvagement violée avant d'être égorgée en octobre 2018. Fama Niane, 34 ans, en 2009, le corps découpé et mis dans des sachets a été retrouvé sur la plage de la Corniche Ouest. Maïmouna Ndoye, 62 ans, le 31 août 2009, elle a été décapitée et découpée dans sa chambre au quartier Ibrahim Mbeng à Guinaw Rail Sud. Bigué Pouy, 14 ans, le 10 décembre 2014, elle a été retrouvée nue, bâillonnée, violée et tuée, mains et pieds ligotés, le visage en sang et les dents arrachées. Elle a été assassinée par un homme hébergé et nourri par son propre père. Votre illustre collègue, Fatoumata Matar Ndiaye, 63 ans, 5e vice-présidente de votre auguste institution, a été tuée à son domicile à Pikine Kourouna le 19 novembre 2016. Mariama Sagna, étranglée à mort à son domicile à Keur Massar le 8 octobre 2018. Récemment, Koumbayad, 16 ans, retrouvée morte dans la chambre de son ami après une disparition de 2 jours. Binta Kamara, 23 ans, a été victime d'une tentative de viol suivie de meurtre le samedi 18 mai 2019 à Tambacounda. Cette liste macabre peut certainement ne peut pas traduire l'ampleur du phénomène au regard des données fournies par l'enquête démocratique de santé continue, qui atteste que seulement 24% des victimes font recours à la justice ou dénoncent des actes de violence perpétrés à leur endroit. En d'autres termes, toute l'information peut ne pas parvenir au service de prise en charge.
Mieux ou pire encore, 27% des femmes de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans. À un moment quelconque de leur vie, 8% des femmes de 15 à 49 ans ont déclaré avoir subi des actes de violence sexuelle. Dans la plupart des cas, 62%, c'est le conjoint, le partenaire actuel, qui est cité comme responsable de ces actes de violence sexuelle. Une étude réalisée par le GESTES en 2014 met en évidence des données ci-après. C'est à l'intérieur du domicile que se produisent 50% des VBG. Aucune région du Sénégal n'est épargnée par le phénomène. Diourbel, 72,3%, Fatick, 67,5%, Ziguinchor, 66%, Tambacounda, 60,8%, Sédhiou, 60%, Kédougou, 55%, Kaolack, 54%, Kolda, 54%, Thiès, 53,8%, Kaffrine, 53%, Dakar, 52,3%, Saint-Louis, 41,1%, Louga, 38% et Matam, 36,3%. Du fait de leur vulnérabilité, les personnes de sexe féminin, 64% âgées de 20 à 40 ans, 50% sont les cibles privilégiées. Elles sont majoritairement commises par des hommes, 50% connus de la victime. Les formes de VBG les plus observées dans les ménages sont verbales, 46,5%, physiques, 27,6% et psychologiques, 12,5%. En 2012, une étude commanditée par ONU Femmes indiquait que le nombre de cas enregistrés a plus que doublé en l'espace de 5 ans et que le viol était le premier type de VBG, 50%, selon des indications recueillies dans les structures de santé, les commissariats de police, les brigades de gendarmerie et les tribunaux. S'agissant des mutilations génitales féminines, excisions et des mariages d'enfants qui relèvent de pratiques culturelles perpétrées sans intention primaire de violence, mais ayant des effets néfastes sur la santé et le bien-être de la femme et de la fille, EDS 2016 a relevé que l'âge d'entrée en union des femmes est assez précoce. En effet, il a été relevé que 16% des femmes âgées de 25 à 49 ans sont entrées en union avant d'atteindre l'âge de 15 ans, avec une prévalence élevée dans les régions de Kolda, Tambacounda, Matam, Louga, Linguère, Diourbel, Kaolack, Fatick et Saint-Louis et Podor. Le phénomène est plus accentué en milieu rural, 49,3% contre 16,9% en milieu urbain et dans les ménages pauvres. Les mariages d'enfants engendrent plusieurs conséquences au plan sanitaire, éducatif et social. Les épouses enfants sont plus exposées aux violences et aux mauvais traitements. Et quand elles tombent enceintes, les risques de mortalité et de morbidité maternelle sont accrus. En ce qui concerne les mutilations génitales féminines, la prévalence actuelle est de 23% pour les femmes âgées de 15 à 49% et de 14% pour les 0 à 14 ans. La pratique de l'excision est très influencée par l'appartenance ethnique. 75% des pratiquants sont d'ethnie mandingue ou sossé. Elle varie considérablement selon les régions, avec Kédougou 91%, Sédhiou 76%, Matam 73%, Tambacounda 72%, Ziguinchor 68% et Kolda 64%, qui enregistrent les proportions les plus élevées des femmes âgées de 15 à 49 ans ayant subi l'excision. Globalement, il ressort des différents exercices effectués que la prévalence et la persistance des VBG tiennent surtout des facteurs liés au contexte socio-culturel et économique particulier, la pauvreté et les inégalités de genre notamment. L'on invoque aussi les représentations et pratiques culturelles néfastes, la prégnance des stéréotypes qui banalisent et perpétuent un statut peu enviable des femmes, la délinquescence des liens sociaux, l'analphabétisme, le faible niveau d'instruction et de pouvoir économique des femmes et le cadre juridique non suffisamment coercitif. Au-delà des souffrances physiques et mentales qu'elles engendrent pour les victimes, ces actes impactent négativement sur leur santé, leur sécurité, leur stabilité, leur insertion dans la vie sociale, économique et politique, et du coup freinent leur participation au processus de développement durable de notre pays. Les VBG constituent dès lors atteinte grave et une violation des droits fondamentaux inaliénables et imprescriptibles pour la pérennité de notre pacte républicain fondé sur l'égalité des citoyens.
Face à l'impérieuse nécessité de consolider les bases d'un État de droit et de promouvoir un développement économique et social basé sur l'équité dans notre pays, le Sénégal a mis en place un important dispositif de lutte contre les VBG. De la réponse nationale face aux violences faites aux femmes et aux filles, notre pays a adhéré aux instructions internationales de protection et de promotion des droits humains, et en particulier à ceux relatifs aux droits fondamentaux de la femme et de la jeune fille. La Constitution consacre l'égalité de tous les citoyens devant la loi, ainsi que l'égalité en droit entre les hommes et les femmes, et mentionne dans son préambule la Convention des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ces orientations sont mises en œuvre à travers un cadre législatif et réglementaire, des options stratégiques et un cadre programmatique. Le cadre législatif et réglementaire, sur la base des dispositions constitutionnelles et des engagements internationaux souscrits, notre pays a adopté dans le cadre de la lutte contre les VBG un ensemble de dispositifs législatifs et réglementaires, parmi lesquels on peut citer la loi modifiant certaines dispositions du Code pénal et réprimant les violences basées sur le genre, incluant les mutilations génitales féminines. La loi du 10 mai 2005 relative à la traite des personnes et pratiques assimilées et la protection des victimes. La loi sur la santé de la reproduction, la loi qui consacre l'équité fiscale entre les hommes et les femmes, la loi sur le VIH-Sida, la loi du 28 mai 2010 instituant la parité absolue hommes-femmes dans les institutions totalement ou partiellement électives de la République, avec un observatoire incluant des représentants des institutions et de la société civile pour en assurer la veille. La loi d'orientation sociale du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. La loi du 28 juin 2013 permettant à la femme sénégalaise de transmettre sa nationalité à son enfant et à son époux étranger. Cet environnement juridique s'articule aussi à des options stratégiques. Le cadre stratégique du Sénégal, le plan Sénégal émergent, dans la perspective de la promotion des groupes vulnérables, de l'état de droit et de la justice, positionne l'autonomisation de la femme en objectif prioritaire et transversal. La revue annuelle conjointe de la politique de développement économique et social 2017, adressant l'application des principes d'égalité des sexes et de non-discrimination fondée sur le sexe, vise à éliminer toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles, y compris la traite et l'exploitation sexuelle et d'autres types d'exploitation dans la vie publique et privée. Toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage d'enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine. Sur la base des acquis des 2 plans d'action nationaux pour la femme, la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre, l'exploitation sexuelle et d'autres types d'exploitation contribuent à faire du Sénégal un pays émergent en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit, sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. Dans la même perspective, la stratégie nationale de protection de l'enfant vise à mettre en place un système national intégré de protection et à développer des mécanismes d'appui et de promotion au changement social positif. L'évaluation en 2017 du 2e plan d'action national pour l'accélération de l'abandon de l'excision déroulé de 2010 à 2015 a permis de constater 6 809 déclarations d'abandon communautaire, une baisse de la pratique qui est passée de 26% en 2010 à 23% en 2016. Une nouvelle stratégie assortie d'un plan d'action devrait être adoptée avant la fin de l'année avec une prise en compte effective des priorités des différents secteurs en cours de préparation. Sur la base des dispositions contenues dans la loi relative à la traite des personnes et pratiques assimilées et la protection des victimes, un plan d'action national est arrivé à terme en 2017. Un nouveau plan d'action est en cours d'élaboration sous l'égide du ministère de la Justice. Le plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains 2017-2021 a pour objectif de protéger les femmes et les filles par des mesures appropriées et multisectorielles. Avec l'appui des Nations Unies, le 10 plans articulant prévention, prise en charge et promotion
des droits humains est structurée autour de 3 axes stratégiques: renforcer le cadre politique, juridique et institutionnel favorable à la prévention et à la prise en charge, renforcer les mécanismes de prévention et de prise en charge multisectorielle, mettre en place et rendre opérationnel le dispositif de la structure nationale de gouvernance du plan d'action. Dans ce cadre, 6 projets sont en phase de maturation et d'étude de faisabilité au niveau du ministère en charge de la planification et des politiques économiques. Ces projets concernent le renforcement et l'harmonisation des textes législatifs et réglementaires avec les instruments juridiques internationaux, le renforcement des mécanismes de prévention, la promotion d'offres de services multisectoriels en faveur des victimes, le renforcement des capacités des organisations de la société civile et des autres parties prenantes, la communication pour le changement de comportement, la mise en place d'un système d'information intégré. Pour l'efficacité dans la mise en œuvre de ces orientations, un comité technique national incluant l'ensemble des départements ministériels, les organisations de la société civile et les partenaires au développement assure le pilotage, la coordination, la synergie et le suivi des interventions. Ces mécanismes structurés autour de 2 sessions ordinaires par an permettent aussi de répondre plus efficacement aux alertes et de mieux protéger les communautés. C'est pour moi le lieu de saluer ici la participation active et permanente des représentants de votre auguste institution aux différentes sessions. Je crois devoir préciser aussi qu'en prélude du Conseil présidentiel sur la sécurité des personnes et des biens en vue, le comité technique s'est réuni le 11 juin 2019 en session extraordinaire pour lancer le processus de synthèse des contributions des différentes organisations de femmes suite à l'émotion née des 2 derniers assassinats de jeunes filles. La session de validation des résultats de cet exercice est prévue le 2 août prochain. Ces différentes initiatives sont mises en œuvre en étroite collaboration avec les partenaires du mouvement associatif féminin qui s'activent au sein de leurs associations respectives et dans le cadre de la synergie des organisations de la société civile pour l'élimination des violences basées sur le genre, forte de 35 organisations pour celles des jeunes filles et garçons. Je voudrais saluer ici la précieuse présence de Mme Penda Seck Diouf, présidente de la Synergie, pour sa précieuse collaboration, son leadership et son engagement. Les organisations féminines apportent en effet une précieuse contribution aux côtés des pouvoirs publics dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et des programmes d'amélioration de la condition féminine en général et en particulier dans l'opérationnalisation des orientations stratégiques en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Pour le cadre programmatique, sous l'égide de mon département et en étroite collaboration avec les collègues du gouvernement, les différentes orientations stratégiques listées plus haut font l'objet d'opérationnalisation à travers différents programmes et projets sectoriels bénéficiant du soutien des partenaires techniques et financiers. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d'action et sur la base des procédures opérationnelles, standards de prévention et de prise en charge des violences basées sur le genre, chaque région s'est dotée d'un plan d'action, a élaboré une cartographie des interventions et a établi un circuit de prise en charge standard pour les victimes de violences à travers des plateformes multisectorielles. Il importe de souligner ici que l'atelier national de validation des procédures et standards avait été présidé par votre actuelle présidente, Dr Aminata Touré, alors qu'elle était Premier ministre de la République du Sénégal. Depuis janvier 2018, le PNUD, en partenariat avec la Corée du Sud, appuie le Sénégal dans le renforcement des capacités des forces de sécurité sur la prise en charge des victimes des violences basées sur le genre à travers un projet autour de 3 volets. Le renforcement des capacités et des connaissances des agents de sécurité, la sensibilisation et le développement d'outils de plaidoyer, le renforcement du travail en synergie entre les services de sécurité de la santé et de la justice. Un guide de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre est en cours de dissémination au sein de différentes unités. Dans ce cadre, des équipes pluridisciplinaires sénégalaises ont bénéficié de visites d'imprégnation dans l'expérience coréenne en matière de prise en charge multisectorielle et de protocole d'audition des victimes mineures.
avec l'appui de la coopération italienne, le projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre vise à renforcer les capacités des acteurs institutionnels et associatifs dans la mise en œuvre de la politique nationale en matière de genre. Le PASNEG appuie le partenariat entre le département et l'association des juristes du Sénégal autour des boutiques de droit qui offrent aux victimes des services juridiques gratuits, appui conseil et accompagnement judiciaire à la Maison de la Femme de la ville de Pikine, ainsi que dans les CEDAF de Kolda et de Sédhiou. Un nouveau volet socio-économique, médical, counseling économique est en cours d'expérimentation au CEDAF de Thiès. L'AGS anime aussi une boutique de droit dans la commune de Médina. Au CEDAF de Koussanar, un bureau d'écoute, de conseil et de référencement a été ouvert en janvier 2019 avec le soutien d'ONU Femmes. Diverses autres associations de femmes, CLVF, SIX, SOS Équilibre, la Maison Rose, ASBEF, Cégide, Empire des enfants, RADO, Réseau Sigil Jigéen, etc., développent des initiatives de prévention, de soutien et d'accompagnement des victimes. L'engagement de notre pays dans la lutte contre les violences basées sur le genre s'est encore manifesté à travers le lancement par le chef de l'État de la campagne He for She, Lui pour Elle, et par l'organisation en juin 2019 du premier sommet africain sur les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants en collaboration avec la République sœur de Gambie et l'ONG Safe Hands for Girls. Sur la base des orientations issues du premier conseil présidentiel sénégalo-gambien, un programme transfrontalier de sensibilisation des communautés pour l'abandon des pratiques néfastes a démarré le mois dernier à Pata, dans le département de Médina Yoro Foulah. En vue de cette présentation, il apparaît que notre pays s'est doté d'un dispositif de prévention, de protection et de prise en charge des victimes, même si la réalité des violences basées sur le genre met en évidence la nécessité de consentir beaucoup plus d'efforts. Pour les défis et perspectives d'action, la violence basée sur le genre est un phénomène intrinsèquement lié à l'organisation sociale et à la qualité des relations entre les hommes et les femmes. Une réponse structurelle passe nécessairement par des transformations institutionnelles et sociétales dans la perspective d'une égalité entre les sexes et d'une autonomisation sociale et économique des femmes et des jeunes filles. Notre pays avancera de façon qualitative de l'éradication vers une très forte réduction du phénomène avec la réalisation des objectifs du plan Sénégal émergent dans ses différentes composantes, éducation, santé, économie, gouvernance, culture de la qualité de vie, structure familiale, etc. En attendant, l'information sur les impacts négatifs de la violence sur les femmes et sur la société devra être renforcée à travers une large communication en direction des hommes, des femmes, des familles et des communautés. Le débat public, comme celui d'aujourd'hui, pour constituer un stimulant pour l'évolution des mentalités vers le développement d'une culture du signalement et de la dénonciation, ainsi que pour le renforcement d'attitudes individuelles et de mécanismes favorables à la prévention. La libération de la parole des victimes et des familles peut contribuer aussi à déconstruire et à délégitimer les normes et déterminants culturels, socio et économiques tendant à expliquer une action violente vers la femme ou la fille. La communication sociale sur le phénomène aidera également à une meilleure prise en compte des besoins et attentes des victimes et asseoir les bases d'une synergie et d'une réelle complémentarité entre les différents porteurs d'obligations au sein de la société, conjoints, familles, services publics, associations, partenaires, etc. En réalité, la victime d'une violence basée sur le genre ne devient survivante que lorsqu'elle rencontre une réponse multisectorielle à la fois disponible, structurée, proactive et sensible à sa vulnérabilité et celle de sa famille. Dans certains pays, la multisectorialité de la réponse s'exprime en une unité de lieu, d'accès à tous les services sans rupture de la chaîne de sécurisation, d'accompagnement et de documentation. Ce dernier rapport, l'implication des universités et centres de recherche a ouvert des perspectives importantes qu'il convient de consolider pour une maîtrise des données et un meilleur suivi des tendances générées par les mutations économiques et sociales. Le dialogue entre les acteurs autour des résultats issus des études et évaluations permet d'alimenter et de consolider un système d'information valide et fiable avec une garantie d'opportunité et d'intégrité. Dans cette démarche qualitative, il conviendra
bien sûr de mobiliser des ressources financières et techniques nécessaires à la mise en œuvre, la coordination et le suivi du plan national d'action et de ses déclinaisons territoriales avec une composante assistante aux victimes et aux survivantes. En attendant, mon département, en collaboration avec le mouvement associatif féminin et les partenaires de la coopération, développe les actions ci-après. Finaliser le processus de synthèse, de contribution et de proposition du mouvement associatif féminin sur les mesures à prendre pour prévenir les menaces spécifiques sur les femmes et les jeunes filles en perspective du prochain conseil présidentiel sur le renforcement de la sécurité des personnes et des biens. Poursuivre le plaidoyer pour la mise en place de fonds d'assistance et pour la gratuité des soins en faveur des victimes. Parachever le processus d'harmonisation de certains textes législatifs et réglementaires nationaux avec les engagements internationaux auxquels notre pays a souscrit. Renforcer l'offre de services multisectoriels ou spécialisés avec des structures publiques d'accueil, d'accompagnement et d'appui dans les CEDAF et avec l'aménagement de centres de prise en charge holistique dans les régions de Dakar, Kaolack, Fatick et Kaffrine. Mobiliser les organisations des jeunes et promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour une meilleure circulation de l'information et l'accroissement des possibilités de signalement des cas de violence. Appuyer les différentes initiatives de production de statistiques sur le genre, sur l'égalité homme-femme et sur les discriminations basées sur le sexe. Réaliser des études sur la situation des VBG et surtout sur les déterminants au niveau national. Madame la Présidente, la violence est un sujet large et très complexe que vous maîtrisez bien de par votre parcours professionnel exceptionnel et votre engagement militant. Je ne prétends pas avoir été exhaustive. Mon ambition était juste de contribuer au débat de ce matin, sachant que votre auguste institution regorge d'intelligence et de compétences pour embrasser et élucider toutes les questions pouvant survenir dans la conduite de votre marche vers l'émergence sous la direction du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Je vous renouvelle mes vifs remerciements pour la belle opportunité que vous m'avez offerte de présenter nos interventions et nous renouvelle mon vif intérêt pour un dialogue permanent autour des enjeux attachés à mes attributions gouvernementales. À partir de cet instant, je souhaiterais me mettre plus à votre écoute en vue d'enrichir et d'améliorer le pilotage et la conduite de différentes interventions face au phénomène de la violence faite aux femmes et aux filles de notre pays. Merci encore, Madame la Présidente. Merci aussi à l'ensemble des conseillères et conseillers pour l'attention qui m'a été prêtée. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour votre présentation, une brillante présentation exhaustive. Nous allons donc passer à deux autres interventions.